Le modèle mondialiste est-il en train de s'effriter? Le Canada, jusqu'à récemment un modèle de société soumise aux politiques mondialistes, défenseur de l'idéologie du genre, de l'immigration massive incontrôlée et, surtout, promoteur d'une protection radicale de l'environnement, commence aujourd'hui à se réveiller. L'Alberta et 3 autres provinces résistent aux pressions environnementales, ne reconnaissent pas l'autorité d'Ottawa et lancent une campagne axée sur leur propre indépendance économique. Que se passe-t-il au Canada? Pourquoi est-il important d'observer la rupture de ce modèle qui semblait intouchable? Quelles sont les implications de l'insurrection indépendantiste de ces 4 provinces canadiennes? Comment ce changement de paradigme pourrait-il affecter l'Occident? Bienvenue sur Géolingo. Point de rupture. Dans cet épisode, nous allons déterrer les secrets derrière le pouvoir sino-britannique et comment cette puissance conjointe gère la politique mondiale de l'Occident. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Y a-t-il un agenda caché derrière la lutte contre les combustibles fossiles au Canada? Le Canada possède l'une des infrastructures énergétiques les plus étendues au monde pour l'extraction et la commercialisation des combustibles fossiles. Cependant, des provinces comme l'Alberta, qui sont en tête de la production de gaz naturel, ont vu leurs perspectives de croissance et de progrès sabotées par des décennies d'obstruction de la part du gouvernement fédéral lui-même. Tout a commencé avec les transformations politiques qu'ont connues le Canada et plus de 190 autres pays. À quoi ressemblait le développement énergétique canadien avant 2015? L'histoire des combustibles fossiles au Canada peut être divisée en un avant et un après l'année 2015. Avant cette année, le réseau complexe de pipelines qui relie le Canada et transporte à la fois le pétrole et le gaz a été construit, principalement par des entités privées. L'initiative privée était précisément le moteur du développement énergétique canadien. Cependant, après cette année, tout a changé. Des décennies d'investissement et de connaissances techniques spécialisées sont tombées dans l'oubli. Le secteur privé n'a plus jamais construit de pipeline de pétrole ou de gaz. Malgré les énormes réserves existant sous le sol canadien. Qu'est-ce qui a transformé la politique énergétique canadienne en 2015? En 2015, l'accord de Paris a été signé. Un pacte historique dans lequel presque tous les pays du monde se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à transformer progressivement leur matrice énergétique. Le Canada, en tant que l'un des pays signataires, a assumé des objectifs ambitieux qui remettent en question la viabilité de ses propres projets basés sur les combustibles fossiles. Apparemment, ce blocage ne résiste pas à la moindre analyse macroéconomique ou géopolitique. La question est, pourquoi ne pas exploiter une ressource naturelle qui existe en abondance? L'accord de Paris a tracé la voie que suivraient de nombreux pays signataires. Tout a commencé par la restriction soutenue de l'utilisation des combustibles fossiles pour les industries manufacturières et automobiles. Pour ensuite promouvoir une transition vers les énergies propres. En pratique, cela a signifié une restriction systématique de tout projet impliquant le financement, la production et la commercialisation de combustibles fossiles à partir de 2016. Simultanément, la mise en œuvre de politiques basées sur les énergies propres provenant de panneaux solaires, de l'énergie éolienne, des véhicules électriques, etc., a été recherchée. Tout cela suggère qu'il s'agirait, en réalité, d'annuler l'industrie occidentale, de détruire ses économies et de favoriser l'industrie chinoise. Leader dans la fabrication et la distribution d'énergie propre, environ 90% des panneaux solaires sont fabriqués et distribués par 4 entreprises chinoises. Les conséquences de cette transformation énergétique, impulsée par les élites gouvernementales en Occident et en particulier par le Centre financier mondial d'Angleterre appelé la City de Londres, se sont fait sentir immédiatement. Les investissements dans les combustibles fossiles ont commencé à ralentir, et les grandes compagnies pétrolières ont commencé à revoir leurs plans en Alberta, l'une des régions les plus économiquement dépendantes du pétrole brut et du gaz. Quel est le modèle historique de l'alliance financière qui favorise les ennemis?
Pour comprendre la logique derrière cette apparente autodestruction économique de l'Occident, nous devons nous tourner vers l'œuvre de l'économiste et historien anglo-américain Anthony Sutton. Ses recherches ont documenté comment les élites financières occidentales, loin d'être les ennemis acharnés du communisme, ont alimenté pendant des décennies l'Union soviétique et même le régime nazi avec des capitaux, de la technologie et des connaissances. Sutton était un critique féroce du capitalisme d'entreprise, car il y voyait un engrenage prêt à soutenir n'importe quelle puissance étrangère si cela garantissait des affaires et de l'influence. Bien que Sutton ne se soit pas concentré sur la Chine, le modèle est identique. L'Occident a fermé les yeux tout en transférant à Pékin des investissements, de la technologie et même des connaissances stratégiques, permettant au Parti communiste de construire sa puissance économique et industrielle. La même chose s'est produite avec la création et la promotion du communisme russe. Derrière le discours de confrontation, il y a toujours eu un flux silencieux de collaboration qui a permis à ceux qui étaient censés être les grands ennemis de s'élever. Dans son livre Wall Street and the Bolshevik Revolution, publié en 1974, Anthony Sutton ne laisse aucune place au doute. Il a affirmé, les banquiers internationaux étaient, en fait, intéressés à assurer le succès des bolcheviks, et dans un autre de ses travaux, il a détaillé comment ce transfert de technologie et de financement a continué même lorsque le discours officiel était de confrontation. La prétendue opposition de Wall Street et des grandes entreprises à l'Union soviétique était une farce. Alors qu'il dénonçait publiquement le communisme, il transférait silencieusement la technologie et la machinerie pour construire la base industrielle du régime soviétique, réalisant d'énormes profits en retour. Sutton a documenté que la Guarantee Trust Company, liée à J.P. Morgan, a canalisé des fonds vers le régime naissant, tandis que William Boyce Thompson, directeur de la Réserve fédérale de New York, a donné $1 million en or pour soutenir les soviétiques. Sa conclusion était dévastatrice, le grand capital ne voyait pas dans le bolchevisme une menace, mais un outil pour consolider des marchés contrôlés et détruire les concurrents indépendants. Et cette même logique, des décennies plus tard, est celle que l'on retrouve dans la relation avec la Chine. Après la guerre froide, l'Occident a fermé les yeux tout en canalisant des investissements massifs, des transferts technologiques et des connaissances industrielles vers Pékin. Le même schéma de connivence, élever un soi-disant ennemi pour, en réalité, l'intégrer dans un système économique mondial contrôlé par le haut. Comment la City de Londres est-elle liée à Pékin ? L'affirmation qu'il existe une alliance entre la Chine et les élites financières de Londres pour provoquer le renversement de l'Occident et déplacer le centre du pouvoir politique et économique mondial vers Pékin semble audacieuse. Mais c'est précisément l'une des thèses de Steve Bannon. Steve Bannon, ancien banquier d'investissement chez Goldman Sachs et stratège politique clé sous l'administration de Donald Trump, se présente comme un fervent défenseur du capitalisme américain et est connu pour ses positions nationalistes. Sa carrière dans les plus hautes sphères financières et politiques des États-Unis lui donne une perspective privilégiée sur le fonctionnement du pouvoir mondial. Cette thèse se connecte directement aux avertissements historiques d'Anthony Sutton. Steve Bannon le dit sans détour, ce n'est pas que la Chine soit en train de vaincre l'Occident par elle-même. C'est que l'Occident, ou plutôt ses élites, ont décidé de céder le pouvoir à la Chine. Sa thèse centrale, provocatrice mais difficile à réfuter, est que la Chine n'est pas un rival qui a grandi toute seule, mais un Frankenstein créé par l'Occident. Contrairement à un simple politicien, le parcours de Bannon en tant que banquier et producteur à Hollywood le place au cœur de deux mondes, la finance mondiale et l'industrie culturelle. De là, il a vu clairement la symbiose entre Wall Street et Pékin. En de multiples interviews, Bannon l'a exprimé sans équivoque. Le Parti communiste chinois n'existerait pas sans les élites financières et commerciales de l'Occident. Wall Street les finance. La Silicon Valley leur donne la technologie et les entreprises multinationales profitent de leur main-d'œuvre bon marché.
C'est une alliance impie, mais terriblement efficace. Quels sont les mécanismes qui soutiennent cette alliance ? La relation entre l'élite financière londonienne et le Parti communiste chinois est un réseau soigneusement conçu. La dette comme outil de pouvoir, Londres canalise son expertise en matière de financement vers des projets chinois, comme la nouvelle route de la soie. Cette dette, lorsque les pays ne peuvent pas la rembourser, se transforme en contrôle politique, permettant la cession de ports ou de ressources stratégiques. Le mécanisme bancaire et monétaire. La City de Londres a été le premier centre financier occidental à permettre la libre négociation du yuan sur ses marchés. Ce geste, loin d'être innocent, était un pari stratégique pour positionner la monnaie chinoise comme un instrument d'hégémonie. L'arbitrage réglementaire. Londres s'est spécialisé dans la création de structures financières opaques qui permettent au capital chinois de circuler déguisé vers l'Occident, facilitant l'acquisition d'actifs stratégiques en Europe et en Amérique sans éveiller les soupçons. La couverture politique et médiatique, les think tanks, les universités et les cabinets de conseil mondiaux produisent des récits qui normalisent l'idée de l'interdépendance avec la Chine. Ce discours pénètre les parlements, les ministères des Affaires étrangères et les médias, réduisant au silence les excès tels que les violations des droits de l'homme. En d'autres termes, la City de Londres fournit l'ingénierie financière, le Parti communiste chinois fournit l'ambition géopolitique, et ensemble ils érodent les bases du pouvoir occidental. Comment ce modèle mondial se reflète-t-il dans la perte de souveraineté de l'Europe ? Le modèle observé au Canada se répète en Europe, et il est nécessaire de signaler comment les récits sont imposés. Il ne s'agit pas seulement des accords sur le changement climatique et des pactes verts, mais aussi de la restriction de la liberté d'expression, de l'emprisonnement systématique de ceux qui expriment des idées perturbatrices et de l'isolement politique de partis ayant de larges majorités d'électeurs. Pactes verts et politiques environnementales qui restreignent les combustibles fossiles. Dépendance technologique vis-à-vis de la Chine pour la fabrication d'énergie propre. Infiltration politique et économique qui influence les décisions stratégiques. Cela a conduit à une désindustrialisation partielle du continent, à une perte d'autonomie énergétique et à une dépendance croissante vis-à-vis des produits chinois. Pourquoi la stratégie de rébellion de l'Alberta est-elle si importante ? Face à ces restrictions, et après des décennies à faire la sourde oreille aux besoins de la province de l'Alberta, les autorités provinciales ont adopté une position de rébellion stratégique. La province cherche aujourd'hui à garantir que ses ressources fossiles soient exploitées et commercialisées, empêchant la bureaucratie fédérale de continuer à limiter son développement économique. Cela inclut éviter le financement bancaire et, à la place, obtenir des accords commerciaux avec des entités privées. Des projets stratégiques tels que des pipelines vers les côtes de la Colombie-Britannique, pour exporter vers l'Asie et rechercher une ouverture vers les marchés internationaux. Des arguments d'urgence économique. La production de pétrole et de gaz est élevée, et la province ne peut plus se permettre de retard. Cette position génère des tensions avec Ottawa et pourrait déclencher des poursuites judiciaires, mais l'Alberta privilégie le développement économique et l'exploitation de ses ressources. C'est un exemple clair de la lutte entre le développement économique local et le récit environnementaliste. Que représente l'administration Trump pour la Renaissance occidentale ? L'administration Trump représente une opportunité pour la reprise occidentale, en renforçant l'autonomie énergétique, industrielle et politique. Cela contraste avec les décennies de facilitation de la part des élites républicaines et démocrates, qui ont favorisé la croissance manufacturière de la Chine. Stratégie de reprise, développement interne, réduction de la dépendance vis-à-vis des importations critiques et réinvestissement dans les infrastructures énergétiques propres. Des cas de blocage financier et de contrôle idéologique, comme le refus d'ouvrir des comptes bancaires aux opposants, montrent l'intersection entre la politique intérieure et la géopolitique mondiale. Quelle est la conclusion et la vision stratégique derrière ces événements ? En résumé,
Cet épisode montre comment le conflit entre le développement économique local et le récit environnementaliste est un symptôme d'un modèle plus profond. L'influence chinoise sur les décisions stratégiques occidentales, facilitée par les gouvernements libéraux et les systèmes financiers internationaux. Il s'agit d'un modèle historique documenté par Anthony Sutton et d'une dénonciation contemporaine de Steve Bannon. L'administration Trump représente une opportunité pour la reprise occidentale. En renforçant l'autonomie énergétique, industrielle et politique. La grande question reste ouverte. L'Occident a-t-il la capacité, et la volonté, de couper ce cordon ombilical avec Pékin? Car pendant que les dirigeants parlent de démocratie et de droits de l'homme, les flux de capitaux racontent une autre histoire. Celle d'une soumission progressive, silencieuse. Déguisée en pragmatisme, au final, si l'on ne reconnaît pas que l'ennemi n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, au sein des élites qui ont profité de ce pacte. Le dénouement sera une lente reddition.